plein cœur de la rade de New York, trône fièrement le monument le plus emblématique de l'Amérique, la Statue de la Liberté. Élancé, imposant, ce colosse de 46 mètres de haut rivalise avec les gratte-ciel new-yorkais. Cette statue est tout à fait exceptionnelle par son échelle. Il y a peu de statues de cette taille, d'ailleurs, qui existent même aujourd'hui dans le monde. Avec ses 88 tonnes de cuivre, ses 300 000 rivets, son bras de 12 mètres, l'équivalent d'un immeuble de 3 étages, ce mastodonte fascine par sa démesure. C'était le projet le plus ambitieux de son temps. Cette mégastructure américaine a pourtant été conçue par les plus grands artistes, architectes et ingénieurs français du 19e siècle. Érigée d'abord en plein cœur de Paris, elle a ensuite été acheminée par bateau avant d'être assemblée façon puzzle géant à New York. On a tendance à oublier aujourd'hui que la Statue de la Liberté était une révolution technologique. Et que sans elle, peut-être que la Tour Eiffel n'existerait pas. Quelles innovations ces concepteurs ont-ils utilisées pour que ce titan atteigne une hauteur hors norme? Il a fallu tout trouver, il a fallu tout inventer. Comment cette statue colossale, juchée sur l'île de Bedloe, parvient-elle à rester debout malgré des vents violents qui peuvent atteindre 200 km/h? Quand on y pense, réaliser une statue d'une telle dimension à un tel endroit, mais c'est presque de la folie. Nous allons vous raconter cette incroyable épopée qui a duré plus de 20 ans et connu une multitude de rebondissements pour donner naissance à un patrimoine mondial unique. Au sud de Manhattan, à New York, des milliers de touristes se pressent sur les bateaux de croisière. Ils s'apprêtent à découvrir l'un des colosses les plus admirés au monde, la Statue de la Liberté. Chaque année, ils sont près de 4 millions de visiteurs à s'émouvoir devant cette déesse de cuivre, devenue symbole universel. C'est le monument le plus connu du monde entier. C'est le monument qui a été le plus détourné. On trouve des images de la Statue de la Liberté sur des marques de boissons, de pizza. La figure de la liberté, elle est partout. D'une façon simple, la symbolique est la liberté. Et ça parle à des gens très différents, du monde entier. Un symbole si fort que la planète entière se l'est approprié. Il existe des répliques aux 4 coins du monde. Mais aucune ne peut égaler l'original, celle de New York. À commencer par ses dimensions hors normes. Érigées sur les vestiges d'un ancien fort, les fondations de cette mégastructure s'enracinent à 5 mètres de profondeur et s'élèvent à plus de 20 mètres. Le piédestal, lui, atteint les 47 mètres de haut. Au total, l'assise de la statue est composée de 27 000 tonnes de béton. Jamais dans l'histoire, tant de béton n'avait été coulé. Cette base inébranlable vient soutenir les 220 tonnes de la statue qui, elle, culmine à 93 mètres. C'est la plus grande statue en cuivre au monde. Un chef-d'œuvre architectural à la gloire de la liberté, devenu l'emblème de l'Amérique. Et pourtant, la Statue de la Liberté a été pensée, conçue et fabriquée à Paris. Tout commence en 1865, en France, dans une époque troublée, le Second Empire. Depuis 13 ans, l'empereur Napoléon III règne sans partage sur son peuple. C'était un régime impérial, un régime autoritaire. Mais Napoléon III est aussi un despote qui veut moderniser son pays. Napoléon III a une volonté forte de transformer la ville de Paris pour donner déjà une image en tant qu'exemple pour pouvoir avoir une influence sur le reste de l'Europe.
Le progrès séduit les Français et l'Empire gagne en popularité. Napoléon III laisse alors une timide opposition se développer, avec à sa tête des intellectuels en quête de liberté. Parmi eux, un homme, Édouard René Lefebvre de La Boulaye, le fondateur du Parti libéral français. Il pensait que les États-Unis étaient formidables, parce qu'ils avaient trouvé une solution. Il n'y avait pas de roi, et il n'y avait pas non plus de coup d'État permanent, ni de révolution. La Boulaye a une double obsession. Importer la liberté américaine en France et nouer des relations étroites avec cette démocratie exemplaire. Et la solution qu'il prône est pour le moins originale. Offrir un monument aux États-Unis pour célébrer le centenaire de leur indépendance qui aura lieu le 4 juillet 1876. Un monument aux dimensions si impressionnantes qu'il marquera tous les esprits. Parmi ceux qui croient en son projet, il y a un jeune sculpteur passionné de colosses, Auguste Bartholdi. Bartholdi était déjà un artiste très connu. Il avait commencé sa carrière très jeune. Il avait à son actif plusieurs grands monuments des gens en province. C'était quelqu'un qui était profondément marqué par le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'était un citoyen du monde. Mais les deux hommes vont devoir attendre 5 ans, jusqu'à la chute du Second Empire en 1870, pour mettre à exécution leur plan. En accord avec de La Boulaye, Bartholdi décide de prendre le projet à bras-le-corps. Première question à régler pour le sculpteur, quelle forme donner à ce symbole? Bartholdi a tout de suite su qu'il voulait construire la plus haute statue du monde. Il avait été très fortement impressionné par la statuaire monumentale antique parce que c'est celle qui se voit le plus, parce qu'elle est immense, et qui dure le plus longtemps. Donc pour porter un message, c'était évidemment faire du grand, du gigantesque, c'était l'idéal. Pour Bartholdi, c'est l'évidence. Seul un colosse majestueux peut être à la mesure d'un symbole aussi puissant que celui de la liberté. Quant au personnage représenté, le sculpteur a une idée qui le hante depuis quelque temps. Il s'était déjà penché quelques années plus tôt sur un projet similaire à l'occasion d'un autre chantier titanesque de l'époque, la construction du canal de Suez. Donc en 1867, le canal de Suez s'achève. Et Bartholdi va avoir l'idée de proposer une sorte de phare, qui est une statue monumentale, qui a les traits d'une femme, d'une paysanne égyptienne, qui porte un fanal pour éclairer l'entrée du port, et en même temps va servir d'une manière un peu symbolique de point d'entrée au canal. Bartholdi présente des maquettes au vice-roi d'Égypte qui ne retient pas son projet. La déception est immense. Mais quelques années plus tard, le sculpteur français tient peut-être là l'idée de sa statue monumentale, à destination de l'Amérique. Il a été dans le déni. Il n'a jamais voulu admettre de son vivant que la Statue de la Liberté avait été une première fois pensée pour le canal de Suez, en fait. Et pourtant, les similitudes sont frappantes. En Égypte, comme aux États-Unis, les deux projets montrent bien une femme dans un élégant drapé, brandissant une torche. Cette fois, Bartholdi compte bien concrétiser son idée. En juin 1871, il se rend pour la première fois aux États-Unis. Il entreprend ce voyage pour trouver l'endroit où édifier cette statue qui sera la plus haute du monde. À peine arrivé à New York, il repère immédiatement l'île de Bedloe, un lopin de terre sur lequel se trouve un fortin militaire. Et il a tout de suite un flash. Il a compris que là, il n'y avait pas simplement une statue à réaliser. Il y avait un paysage à inventer. C'est là que doit s'ériger son monument, parce que c'est là qu'on a la première vision du Nouveau Monde et c'est là qu'on a une vue sur les deux mondes. À tel point qu'on n'imagine plus New York sans la Statue de la Liberté et réciproquement. C'est ça le génie de Bartholdi. Sur l'île de Bedloe, le colosse serait visible depuis la ville et le port. Le lieu est idéal.
Le projet prend alors forme dans l'esprit de Bartholdi. Encore faut-il en informer les Américains, qui ignorent tout de ses intentions. Il est arrivé à New York. Il ne parlait pas un mot d'anglais. Il ne connaissait personne. Et il avait cette idée d'un projet démesuré. Tellement démesuré que pour lancer sa construction, Bartholdi doit réunir une somme faramineuse. C'est aussi le but de ce voyage, trouver des fonds privés. Car Édouard de la Boulaie veut que cette statue soit financée par les peuples et non pas par les gouvernements. La Statue de Liberté devait être financée par les Français, de même que le piédestal devait être financé par les Américains. Donc ce monument était conçu comme une œuvre démocratique qui devait recevoir, si on peut dire, l'onction du peuple, des peuples. Beaucoup d'Américains ne comprenaient pas la proposition. Pourquoi les Français voudraient-ils offrir un cadeau si bizarre pour le centenaire de l'indépendance? Les Américains rechignent à mettre la main au portefeuille. Et autre problème de taille, l'île de Bedloe, qui doit accueillir le monument, est une base militaire. Il faut donc l'aval des autorités américaines. Il a décidé tout seul où il voulait ériger sa statue. Les Américains pensaient qu'il était un peu fou. Ça montre à quel point il était audacieux. Il n'a pas hésité à se mêler des affaires militaires américaines pour installer sa déesse à la bonne place. Bilan des courses, Bartholdi n'a pour le moment ni l'argent ni l'emplacement pour sa future statue. De retour en France, le sculpteur et Édouard de la Boulaie continuent à chercher des fonds par tous les moyens. En 1875, ils parviennent à rassembler 20% de la somme espérée. C'est suffisant pour démarrer le chantier, mais pas beaucoup plus. Donc Bartholdi s'est lancé là-dedans sans avoir l'assurance, au départ, qu'il arriverait à réaliser, à achever cette œuvre. Les travaux commencent dans les ateliers Gaget et Gauthier, dans le 17e arrondissement de Paris. Une course contre la montre est engagée. Il reste tout juste un an avant la commémoration du centenaire de l'indépendance des États-Unis. Les ambitions du sculpteur sont démesurées, car il veut bâtir une statue de plusieurs dizaines de mètres. Mais construire un tel colosse en un seul bloc est impossible. Bartholdi doit innover. La construction même de la Statue de Liberté a été quelque chose de très complexe. C'était une innovation. Il fallait procéder par étapes. Un premier modèle d'1,20 m, un deuxième modèle intermédiaire, comme celui qui est derrière moi, de 2,11 m, qui se trouve au Musée national des arts et métiers. Et ensuite, un modèle plus important en plâtre. Ce dernier modèle mesure 22 mètres. Mais Bartholdi veut construire bien plus haut. Ce modèle au quart va servir directement à la fabrication, non pas d'un modèle à l'échelle grandeur, ça aurait été trop grand et trop inutile, mais à des fragments de morceaux sur des châssis en bois. Le sculpteur découpe son modèle en plâtre en plusieurs tronçons. Sur chacun de ces fragments, il relève des milliers de points. À l'aide de compas, de fil à plomb et de règles, il procède à des mesures extrêmement précises pour obtenir un volume virtuel en 3 dimensions. En tout, 9000 mesures sont nécessaires. Et pour réaliser son exploit, une statue gigantesque, Bartholdi doit maintenant procéder à l'agrandissement de chaque tronçon. Sur un cadre en bois quadrillé, il reporte à plat les coordonnées agrandies 4 fois. Le sculpteur peut ainsi reconstituer le volume définitif de chaque section. En tout, sa statue s'élèvera à 46 mètres de haut. Une première mondiale. Sans doute la plus grande difficulté, c'était de juger à l'œil nu l'apparence finale de la statue, alors même qu'elle n'était que réalisée par morceaux, par fragments. Dans les ateliers Gaget,
le chantier poursuit son cours pour réaliser chaque fragment grandeur nature. Mais les difficultés techniques sont loin d'être terminées pour Bartholdi. La statue doit être construite en France et érigée de l'autre côté de l'Atlantique, sur une île en proie à des tempêtes de vent pouvant atteindre 200 km/h. Quels matériaux utiliser pour résister à de telles conditions et pour que ce colosse soit facilement transportable? Traditionnellement, une statue personne, ou une statue équestre même, elle serait faite en bronze, bronze d'une certaine épaisseur, de quelques centimètres. Mais pour une statue comme la Statue de la Liberté aussi grande, le poids de la structure a été beaucoup trop important, trop compliqué. La seule solution qu'il restait, c'était une peau de cuivre fine, une enveloppe en fait très légère d'1,5 mm de cuivre qu'on pouvait façonner pour donner la forme définitive. Oui, le paradoxe de la Statue de la Liberté, c'est que c'est une œuvre gigantesque, mais qui est structurée à partir de matériaux très légers. La légèreté n'est pas le seul avantage du cuivre. Ce matériau est aussi extrêmement résistant et souple, ce qui permettrait à la statue de bouger légèrement sous la pression de vents violents, voire d'ouragans. Reste à concevoir les moules sur lesquels façonner ces tôles de cuivre. Première étape. Des menuisiers construisent des structures en bois gigantesques qui reproduisent les courbes de la statue. Ensuite, ces squelettes sont recouverts d'une couche de plâtre qui révèle chaque détail de la dame. Dernière opération. De ces formes en plâtre sont façonnés des moules qui serviront au martelage du cuivre. Ces grands moules représentaient différentes parties de la statue. Les tôles de cuivre étaient d'abord chauffées pour être assouplies. Puis les ouvriers les martelaient contre les moules pour leur donner la forme d'une partie, de la robe par exemple. En tout, il faut modeler 350 tôles pour l'intégralité de la statue. Autant de pièces qui seront à transporter in fine en Amérique. Dès 1875, ferronniers et menuisiers travaillent d'arrache-pied dans l'atelier pour faire avancer le chantier le plus vite possible. Mais le 4 juillet 1876, date du centenaire de l'indépendance des États-Unis, approche à grands pas et les caisses se vident rapidement. Si vous viviez en 1876 et que vous étiez un ami de Bartholdi, vous penseriez certainement qu'il ne réussirait jamais à faire son projet. L'ingénierie était vraiment compliquée. Bartholdi lui-même doutait de pouvoir finir sa statue. Lorsque démarre la fabrication de la Statue de la Liberté à Paris, en 1875, il est bien sûr évident qu'elle ne sera pas réalisée pour le centenaire des États-Unis en 1876. Donc, la priorité absolue était de tout mettre en œuvre pour sortir au moins le morceau le plus significatif, c'est-à-dire la main tenant le flambeau, pour que au moins cet élément puisse être présenté à l'exposition universelle de Philadelphie en 1876. L'exposition universelle de Philadelphie est un événement majeur pour les Américains. Les États-Unis ont 100 ans. C'est l'occasion de s'élever au rang des nations qui comptent. Les expositions universelles, dont la première va être présentée à Londres en 1851, sont l'occasion pour l'ensemble des nations de rivaliser sur le plan économique, sur le plan industriel. C'est une bonne manière de voir ce qui se fait ailleurs, comment ils le font, et puis essayer aussi de se mettre à la page ou prendre carrément une belle longueur d'avance. Bartholdi sait qu'il n'a pas droit à l'erreur. L'exposition de Philadelphie de 1876 est son unique chance de pouvoir finir un jour son colosse. S'il n'a pas réussi à convaincre l'Amérique avec son projet philosophique, il le fera grâce à son défi technologique. Et il compte bien impressionner le monde entier grâce à sa main de 12 mètres de haut. La sculpture gigantesque arrive à Philadelphie avec 2 mois de retard. Mais l'exposition est loin d'être terminée et continue d'attirer les foules. Immédiatement,
la statue fait sensation et devient l'attraction incontournable de l'événement. C'était l'attraction la plus populaire de l'exposition. Tout le monde voulait la voir. Elle était bombardée de photos. Les journalistes étaient conquis. On pouvait aller à l'intérieur et monter au sommet de la torche. Pour monter dans la torche, il faut acheter un ticket d'entrée, de quoi renflouer les caisses et redonner un souffle au projet. Et ce n'est pas tout. Bartholdi se transforme en génie du marketing et s'appuie sur une autre révolution technologique de l'époque, la photographie. Bartholdi fait photographier l'ensemble des étapes de la construction de la statue au sein des ateliers Gagget-Gauthier à Paris. Donc ces images vont être vendues, elles vont être relayées par la presse pour donner une visibilité à son projet, et cette visibilité est bien sûr internationale. Au total, l'exposition universelle accueille 10 millions de visiteurs, soit 20% de la population des États-Unis. Grâce à ce succès et aux nombreuses photos vendues, Bartholdi engrange un bon pactole. Mais surtout, il obtient le sésame dont il rêvait depuis déjà 6 ans. En 1877, le Congrès américain vote une loi qui officialise la cession de l'île de Bedloe. Les membres du Congrès ont vu qu'il y avait beaucoup d'intérêt pour la statue qu'il était en train de construire, et ils n'avaient pas de projet particulier pour l'île de Bedloe. Donc, ils étaient prêts à prendre le risque. La statue a enfin son emplacement. Les caisses sont pleines. Tout semble s'éclaircir pour Bartholdi. Mais en réalité, le plus dur reste à faire. Car pour réaliser sa prouesse, le sculpteur doit trouver un moyen de faire tenir sa cuirasse de cuivre de 46 mètres de haut. Pour trouver la solution à ce casse-tête, il fait appel au plus grand architecte de l'époque, le restaurateur de la basilique de Saint-Denis, la star de la construction, responsable de l'érection de la flèche de Notre-Dame de Paris, Eugène Viollet-le-Duc. Eugène Viollet-le-Duc, grand théoricien d'architecture, est sollicité pour réfléchir à une structure intérieure. Il imagine pour le corps de la statue une série de murs en maçonnerie avec des compartiments qu'on aurait pu remplir de sable. Pourquoi? Pour lester la statue, pour lui donner une assise importante. Cet ancrage solide réparti tout le long de la statue a pour but de prévenir la déformation du cuivre qui serait causée par les vents. Cette technique innovante est aussi particulièrement ingénieuse. En cas de dégâts, il suffit de vider le sable pour pénétrer à l'intérieur de la statue et effectuer les réparations. Grâce à cette solution technique, Bartholdi pense qu'il va enfin pouvoir se lancer dans le gros œuvre de sa statue. Mais c'est sans compter ses problèmes d'argent, car les finances sont à nouveau dans le rouge. Où Bartholdi peut-il bien trouver les centaines de milliers de francs nécessaires? Le jeune sculpteur a une chance inouïe, une occasion en or. Nous sommes en 1878 et la nouvelle exposition universelle se tient à Paris. L'exposition universelle de 1878, au-delà d'être un grand projet pour les nations, c'est véritablement un moment de fête pour la population. Elle est accessible autant aux ouvriers qui ont le droit à un jour de congé pour pouvoir s'y rendre, que à toute la population. Finalement, il y a quand même 16 millions de visiteurs qui vont venir à Paris, ce qui n'est pas rien quand même à l'époque. C'est au Champ de Mars que l'exposition élit domicile. Bartholdi veut réaliser le même coup de maître qu'à Philadelphie. Il décide cette fois-ci d'exposer le fragment le plus emblématique de sa statue, le visage. Et une fois de plus, le sculpteur se révèle un publicitaire hors pair. Bartholdi imagine en 1878 de faire monter le public à l'intérieur de la tête de la statue, ce qui permet au public de s'approprier cette œuvre, de prendre conscience de la prouesse technique. Ça a un succès fou. On vend des souvenirs, des petites statuettes, des gravures qui représentaient le futur monument.
Des choses finalement qui nous paraissent très banales aujourd'hui, mais qui étaient totalement révolutionnaires à l'époque. On peut dire que c'est lui qui a inventé cette forme de publicité. Les produits dérivés de la statue se vendent en masse, et Bartholdi croit que son projet est enfin sauvé pour de bon. Mais le sort s'acharne. En 1879, Eugène Viollet-le-Duc meurt, et il n'a laissé aucun plan de son invention. Il faut tout reprendre à zéro. Quel architecte peut être à la hauteur de Viollet-le-Duc? Qui pourra trouver l'innovation technologique qui permettra de soutenir un colosse de cuivre de 88 tonnes? Bartholdi va trouver son salut auprès du plus grand ingénieur de l'époque, le spécialiste des prouesses techniques, le maître des structures métalliques, Gustave Eiffel. Alors, quand Bartholdi fait appel à Gustave Eiffel, il est déjà une personnalité considérable dans le domaine de la construction métallique en France, en Europe et dans le monde. C'est, je crois, le terme de l'innovation qu'il faut retenir quand on parle de Gustave Eiffel. Eiffel vient de marquer les esprits avec une construction titanesque, encore sur pied aujourd'hui, le viaduc Maria Pia, au Portugal. Un projet qui n'aurait jamais vu le jour sans un matériau miracle, le fer. Pour la première fois dans l'histoire, l'homme est capable de produire du fer à échelle industrielle. Une révolution qui va tout changer dans la construction. Les besoins changent parce que la société est en pleine évolution sur le plan industriel, sur le plan culturel. On a besoin de bâtiments qui étaient inconnus jusque-là. Je pense aux gares, aux grands magasins, qui nécessitent des bâtiments où les espaces de vente sont vastes, sans points porteurs intermédiaires qui gênent la circulation des acheteurs, et qui n'auraient pas pu être réalisés probablement si le métal n'était pas apparu à grande échelle à cette époque-là. Le fer est solide, durable et léger, ce qui permet de construire toujours plus grand, toujours plus haut. Mais surtout, il ouvre la voie à une technologie totalement inédite, la construction en pièces détachées. C'est un processus qui est assimilable à un mécano, qui passe par la fabrication de pièces en usine, qui vont ensuite être stockées, envoyées sur le chantier, quel que soit son emplacement, et montées par des équipes de monteurs. Des pièces produites en France et montées ailleurs. C'est idéal pour le projet de Bartholdi, car sa statue doit être érigée de l'autre côté de l'Atlantique. Le chantier ne devient plus qu'un assemblage d'éléments. On travaille en usine à faire un maximum de choses et ensuite on assemble sur le chantier le strict nécessaire. Là, on a le principe qui va à la fois gouverner la construction de l'armature de la statue et de la statue elle-même. Pour supporter l'enveloppe de cuivre, Gustave Eiffel, expert du préfabriqué, va proposer une structure intérieure en fer ultra moderne. Gustave Eiffel, pour lui, une structure de 30 mètres de hauteur, voire 50 mètres avec le bras, ça lui fait pas peur. Et il imagine une solution radicalement différente de celle de Viollet-le-Duc. Il imagine un pylône intérieur, exactement comme un pylône de pont. Ce pylône central est composé de 4 arêtes. Il est renforcé sur toute sa hauteur par des croix Saint-André afin de rigidifier l'ensemble. Cette tour est extrêmement solide, mais ce n'est pas suffisant pour résister aux intempéries éventuelles. Alors Eiffel imagine un maillage de poutrelles secondaires plus souple. Ce treillis métallique peut légèrement se déformer, évitant ainsi que la structure ne casse. Si le fer est la réponse adaptée à bien des difficultés, ce matériau miracle crée d'autres complications techniques. Sa légèreté pose des problèmes de stabilité. La construction métallique est légère, donc elle peut être emportée encore plus facilement que des constructions plus lourdes. Pour lutter contre le vent, la technique principale, c'est celle de la triangulation. Le triangle est une figure géométrique qui a la particularité d'être indéformable. Donc une structure en métal en triangle est indéformable.
Pour éviter que sa structure ne plie trop fortement sous l'effet du vent, Eiffel agence son treillis métallique en une succession de triangles. Mais autre problème, l'enveloppe de cuivre est très fine. En faisant pression sur la structure, elle risque de se déformer. L'ingénieur ajoute alors un troisième jeu de fer plat qui s'approche au plus près de la robe. Ces petits fers plats servent de ressort. Ils permettent de suspendre en réalité la robe à la structure intérieure qui est rigide et lui donne la souplesse nécessaire pour tenir aux effets du vent. Cette structure soutenant l'enveloppe de cuivre de la Statue de la Liberté est composée de milliers de pièces détachées qui devront toutes être assemblées les unes aux autres. Un immense puzzle de fer en forme de tour. On a tendance à oublier aujourd'hui que la Statue de la Liberté était une révolution technologique. Et que sans elle, peut-être que la Tour Eiffel n'existerait pas. C'est quand même le premier monument de cette taille en kit de l'histoire de l'humanité. La structure d'Eiffel validée, chacune des pièces est fabriquée en un temps record. En 1881, après 6 années de labeur acharné, l'ensemble du squelette intérieur est prêt. Mais le plus dur reste à venir. S'assurer que le système Eiffel est vraiment viable. Bartholdi ne voulait pas avoir la responsabilité d'envoyer la statue à New York et qu'elle s'effondre. Et Bartholdi entreprend un montage à blanc de la Statue de la Liberté pour éprouver la structure. Ce montage à blanc va se faire bien évidemment dans la cour des ateliers puisque la statue fait 46 mètres de haut. 350 ouvriers travaillent sans relâche pour monter les tôles de cuivre sur la structure en fer. Mais le puzzle ne s'emboîte pas toujours parfaitement. Une imprécision pourrait compromettre tout le monument. Il y a eu plusieurs essais pendant la construction de la statue à Paris. Quand il accrochait une partie, il devait s'assurer qu'elle tenait bien en place. Alors Bartholdi doit faire des essais et ajuster les pièces en permanence. À mesure que la statue s'élève, les Parisiens découvrent l'ampleur de ce colosse, qui est alors le monument le plus haut de la capitale. Eh bien, la statue va jouer aussi ce rôle de révélateur, en quelque sorte, de ces nouvelles technologies, de ces nouvelles échelles qu'on est en train de mettre en œuvre dans le monde contemporain des années 1880. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, les Américains s'affairent à remplir leur part du marché, construire un piédestal. La tâche est immense, car il faut une structure capable de soutenir un mastodonte de 220 tonnes, l'équivalent de 10 poids lourds. C'est Richard Morris Hunt, un architecte ultra célèbre et francophile, qui va être désigné pour réaliser cette prouesse. Mais avant de s'attaquer à la technique, il doit d'abord trancher la question esthétique. Richard Morris Hunt avait une tâche difficile. Il voulait créer une œuvre en soi, imposante, mais elle ne pouvait pas faire trop d'ombre à la Statue de la Liberté elle-même. Et donc, Hunt a dû trouver la bonne formule pour exprimer un socle classique, mais en même temps pas trop chargé. Il a fait dessiner une petite loggia pour donner aussi une échelle. Donc il y a eu un travail assez complexe, en fait. Hunt s'arrête sur un pylône de 27 mètres de haut, à la fois élégant et sobre. Mais au problème esthétique va bientôt s'en ajouter un autre beaucoup plus compliqué. Sur l'île de Bedloe existe toujours un fort massif. Alors, où poser les fondations du piédestal? Hunt confie ce challenge à l'ingénieur Charles Stone, qui lui a une solution toute trouvée. Et donc il y avait une fortification assez classique avec des redans et qui donnait une sorte d'écrin naturel intéressant. Donc on se sert de cette assise en quelque sorte, de ce fort. On va retravailler bien sûr
tout l'intérieur, notamment pour creuser les fondations nécessaires au socle. Une fosse de 5 mètres de profondeur est creusée au centre de l'ancien fort. Pour bien répartir les forces exercées par le poids de la statue, Charles Stone décide de donner une forme pyramidale à ses fondations, avec une base 2 fois plus grande que celle du futur piédestal. Ce socle représente 20 000 tonnes de béton et culmine à 20 mètres. Au centre se trouve un puits d'environ 8 mètres avec des escaliers qui permettront aux visiteurs de circuler. Une structure aussi titanesque que révolutionnaire. Et c'est à ce moment-là qu'on a imaginé peut-être la première utilisation massive du béton. Le béton qui est un matériau qui fait son apparition à ce moment-là. C'était la plus grande quantité de béton jamais coulée dans l'histoire des États-Unis. Les journaux de l'époque s'amusent même à affirmer que le piédestal est si robuste que pour renverser la statue, il faudrait renverser l'île elle-même. Fin 1884, les fondations sont terminées. Il faut maintenant s'attaquer au socle. Mais Hunt se heurte à un obstacle qu'il n'avait pas prévu. Il est à court d'argent. Il manque 100 000 $ pour la construction du piédestal et l'élite américaine boude le projet. Le chantier s'arrête net. Certains Américains se disaient, si c'est un cadeau de la France, pourquoi devons-nous payer la moitié? Ça n'était pas notre idée, et quand on fait un cadeau, on ne dit pas « je paye la moitié et toi l'autre moitié ». La situation est complètement bloquée pendant plusieurs mois. Le temps presse, car à Paris, la statue a déjà été démontée et chargée sur l'Isère, un cargo de la Marine nationale, pour une traversée d'1 mois. Le colosse est en route vers les États-Unis, mais aucun piédestal pour l'accueillir. C'est alors que cette épopée va connaître un énième rebondissement. Un nouveau personnage va émerger dans cette histoire. Le magnat de la presse le plus influent de New York, Joseph Pulitzer. Pulitzer était un entrepreneur dans les journaux, qui avait fait sa fortune dans le Midwest et qui avait racheté un journal américain, un journal new-yorkais assez connu. Il pensait que les riches se fichaient pas mal de la démocratie. Tout ce qui leur importait, c'était faire de l'argent. Pulitzer croyait vraiment dans la symbolique de la Statue de la Liberté. Pulitzer décide de prendre fait et cause pour la statue. Il écrit des tribunes enflammées, accusant publiquement les riches américains d'égoïsme. Et il va avoir une idée de génie, interpeller directement ses lecteurs. Il a lancé une souscription en disant « vous donnez $1 et si vous donnez $1, vous aurez votre nom en première page du journal ». Voir son nom dans le journal, c'était la récompense en échange d'un sou. Donc des milliers de gens se sont empressés de faire des dons. C'est comme ça qu'il a réussi à réunir 100 000 $, dans un temps très court, en seulement 2 mois. Grâce à Pulitzer, la Statue de la Liberté est encore une fois sauvée. En mai 1885, le chantier reprend. Mais pour Charles Stone, le piédestal est un défi technologique insensé à relever. Car il faut trouver un moyen de le fixer à la structure d'Eiffel. Il va imaginer alors une solution redoutable d'efficacité. Le piédestal agit comme un massif d'ancrage de la statue. La statue est fixée sur un premier lit de poutres qui est relié par un deuxième jeu de poutres à mi-hauteur du piédestal par un ensemble de fer plat qui sont en tension et qui tire vers le bas la statue. Les tirants verticaux descendent à plus de 17 mètres et permettent de bien arrimer en profondeur le colosse pour assurer sa stabilité. Mais dans cette épopée technologique, un problème résolu en fait toujours apparaître un nouveau.
Les pièces détachées de la statue ont été livrées depuis plusieurs mois. Éparpillées sur l'île, elles n'attendent qu'à être assemblées. Une opération qui s'avère plus compliquée que prévu. On ne pouvait pas monter d'échafaudage parce qu'il y a trop de vent dans la baie de New York. La statue et les échafaudages risquaient de s'entrechoquer et cela pouvait causer des dégâts. Ça a donc pris plus de temps de la monter à New York qu'il n'en a fallu à Paris. Pas le choix. Il faut s'adapter aux conditions extrêmes de l'île. Les maîtres d'œuvre mettent alors en place un système complexe de poulies. Les ouvriers tractent les pièces une à une et assemblent cet immense puzzle en équilibre à des dizaines de mètres du sol. Malgré ces contraintes invraisemblables, l'Amérique réalise l'impossible. Le colosse est monté en à peine 4 mois. Le 28 octobre 1886, la Dame éclairant le monde est inaugurée. Des centaines de milliers de New-Yorkais se pressent à la pointe sud de Manhattan pour découvrir la statue la plus haute du monde. Tout de même, une fois qu'elle est réalisée, les New-Yorkais voient qu'ils ont eu un cadeau extraordinaire. L'inauguration donne lieu à des festivités, bateaux qui défilent, feux d'artifice. Enfin, c'est une grande fête qui va coûter d'ailleurs assez cher, mais qui est véritablement à la hauteur d'une statue qui est d'emblée adoptée par les Américains. En ce jour de 1886, les New-Yorkais aperçoivent aussi les nombreux éléments énigmatiques de cette statue. La torche, les tables indiquant la date de l'indépendance des États-Unis. Autant de symboles qui vont directement parler à l'imaginaire américain. Le fait d'avoir donné à cette déclaration d'indépendance la forme des tables de la loi de Moïse était vraiment voulu. Ça montrait le caractère sacré de l'indépendance et de la liberté. À ses pieds, une chaîne brisée qui symbolise justement la liberté, la rupture des chaînes de l'esclavage. La statue de la liberté, elle fait un pas, elle avance. C'est-à-dire que la liberté, philosophiquement, n'est pas un acquis, n'est pas quelque chose de statique. C'est l'humanité qui avance qui pourra gagner la liberté. Les rayons irradiants de la tête de la statue rappellent les représentations d'Hélios, dieu du soleil dans la mythologie grecque, et confèrent à la Dame une aura divine. Mais le plus impressionnant, c'est sa torche recouverte de feuilles d'or de 24 carats. La torche dans la main droite illumine le monde assombri par les dictatures. Sa lumière affaiblirait en quelque sorte les tyrannies. Au fil des ans, cette figure de la liberté laisse une empreinte si forte dans les esprits qu'elle devient progressivement l'incarnation du pays lui-même. Mais un siècle plus tard, le colosse dont les Américains sont si fiers est en péril. En 1984, la Statue de la Liberté est recouverte d'échafaudages de la tête aux pieds. Les armatures en fer tenant les tôles de cuivre entre elles sont sérieusement corrodées et certaines pièces ont perdu 30% de leur épaisseur. Le fer et le cuivre ne font pas bon ménage. Le contact entre les deux métaux crée une réaction chimique qui génère de la corrosion. Surtout lorsqu'il y a en plus de la pluie, de la neige et du vent. Pour les autorités américaines, pas d'autre choix que de remplacer le fer rouillé par un acier inoxydable. Au total, 1800 pièces doivent être changées. Un chantier titanesque qui va nécessiter 2 ans et 40 millions de dollars. Mais la corrosion n'est pas le seul problème. Il en existe un autre beaucoup plus inquiétant. Le bras du colosse commence à s'affaisser et menace de fléchir sévèrement. Et la cause du mal est pour le moins inattendue.
Quand Bartholdi a monté la Statue de la Liberté, il n'aimait pas l'angle du bras par rapport au reste du corps. Donc il a modifié cet angle. Le problème, c'est que Bartholdi n'a pas informé Gustave Eiffel de ces changements. En réalité, le bras n'a pas été construit exactement comme prévu initialement par Eiffel. Il a été déporté de 60 cm à peu près. Dans les plans originaux, Eiffel avait conçu une attache qui reliait le bras directement au pylône central, la partie la plus solide du squelette. Mais tel que Bartholdi l'a construit, le membre est uniquement fixé sur la structure secondaire. Résultat, le bras est incliné vers l'avant et tire sur les poutrelles. La conséquence aurait été un affaissement progressif du bras. La torche n'aurait plus été dressée fièrement vers le ciel, mais penchée. Et c'est terrible. Le symbole en prend un coup. Les architectes font alors face à un choix cornélien. Revenir à la structure d'Eiffel ou préserver l'œuvre de Bartholdi. C'est la deuxième option qui est choisie. Le défi est de taille pour les scientifiques. Comment faire pour sauver un colosse construit 100 ans plus tôt et dont les plans réels n'existent pas? Pour résoudre ce problème, il fallait comprendre comment la structure bougeait avec tous les efforts du vent, du soleil, et notamment dans des conditions de vent fort. Vous savez, dans la baie de New York, les vents peuvent atteindre 150, 180, 200 km à l'heure. Pour reconstituer la structure du colosse, les architectes vont prendre des milliers de clichés. La statue sera photographiée sous tous les angles. Puis ils vont utiliser une technologie révolutionnaire pour l'époque. Pendant 3 ans, la statue est truffée de capteurs qui mesurent la réaction de la structure aux effets du vent. Ces résultats vont permettre de modéliser la statue en 3 dimensions et de repérer chaque point qui présente des faiblesses au niveau du bras. Reste à trouver la façon de pallier ces fragilités. La solution qui a été retenue, c'est la pose d'une plaque en acier très rigide en tête du pylône et le renforcement de quelques membrures. Ces renforcements extrêmement solides relient la base de l'épaule et le bras au pylône à 3 endroits différents, de façon à contrer les forces exercées par le vent, mais aussi de résister au poids du bras. La statue est exactement telle que Bartholdi l'a souhaité, et elle est prête pour rester debout pour encore des siècles. Peu de monuments dans l'histoire ont connu autant de rebondissements et d'embûches que cette statue de la Liberté. Ce monstre de métal, mélange d'acier et de cuivre, haut de 46 mètres, a donné du fil à retordre à quelques-uns des plus brillants ingénieurs français du 19e siècle. De Viollet-le-Duc à Gustave Eiffel, sans oublier évidemment son génial inventeur, Bartholdi, qui aura passé près de 20 ans de sa vie à matérialiser ce symbole de paix et d'union.